Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer à expliquer le cours de physique. Donc, on va commencer par la partie électrocinétique. Donc, le premier chapitre sera intitulé Circuit électrique en régime stationnaire. Donc, dans cette vidéo, nous allons expliquer le premier chapitre, donc le circuit électrique en régime stationnaire. Donc, un système en régime stationnaire, quand les grandeurs physiques qui le décrivent sont indépendants du temps. C'est-à-dire, dans le régime stationnaire, donc les grandeurs qui expliquent le phénomène étudié, le phénomène physique étudié, donc les grandeurs P, T peut-être, U, I par exemple, donc ces grandeurs sont indépendants du temps, c'est-à-dire la fonction IT est constante, ou bien la dérivée de IT sur ddt égale à 0. Donc ces grandeurs sont indépendantes du temps, c'est-à-dire sont constantes par rapport au temps. D'accord. Voilà, donc on va commencer par les définitions. Alors, un circuit électrique est un ensemble de conducteurs reliés entre eux par des fils de jonction et dans lequel circule un courant électrique. Donc, un circuit électrique est un ensemble ou bien c'est une association de plusieurs conducteurs ou bien composants électriques reliés entre eux par des fils de jonction. C'est-à-dire, on a des fils de jonction, on a un système ou bien un composant électrique, là, composant électrique, un autre ici, un autre là. Alors c'est un composant C2, alors c'est C1, etc. Donc là, on peut dire, voilà. Donc un autre là. Alors on ferme ça. D'accord. Donc là, supprimer ça. Donc d'accord. Donc C4 là. Alors donc c'est un circuit électrique. Donc il se constitue des composants électriques ou bien des conducteurs, donc reliés entre eux par des fils de jonction. Donc les fils de jonction. Il circule un courant électrique. Donc le courant électrique U par exemple se passe ici. Donc ou bien dans le cas I. Donc le cas de I dans le cas d'un régime transitoire. Donc là on va dans ce cours, donc on a le grand I, donc majuscule, donc signifie que c'est un régime stationnaire et donc les grandeurs donc dans ce cas-là sont notées en lettres majuscules. Alors un dipôle est un composant électrique limité par deux bornes. Un dipôle est un composant électrique donc limité par deux bornes. On a la borne 1 et la borne 2. Donc celui-là est un dipôle. Donc un dipôle est un composant électrique constitué de deux pôles. Le pôle de sortie, ou bien la borne, et la borne d'entrée et la borne de sortie. Donc là, c'est un dipôle. Alors dipôle, c'est-à-dire il y a deux pôles. Alors un nœud est un point commun à plus de deux dipôles. Donc là, un nœud, c'est une intersection de au moins trois dipôles. C'est-à-dire là, alors là, on a le dipôle numéro 1, le dipôle numéro 2 et le dipôle numéro 3. Donc l'intersection de trois dipôles. Donc, alors là, l'intersection, alors, et le point d'intersection, ce point-là, appelé un nœud. Donc le nœud, c'est un point commun à au moins de trois dipôles. D'accord. Donc là, on a deux dipôles, on n'a pas un nœud. D'accord. Donc le dipôle, dipôle 1, dipôle 2. Donc là, ça, c'est pas un nœud. Par contre, là, c'est un nœud. Alors, à 3, dipôle D1, D2, D3. D3. Alors, au niveau de 4, donc ça, des choses comme ça.
on a un dipôle, un autre dipôle là, et l'autre, donc D1, alors D2, D3 et D4. D'accord. Donc une maille est une partie d'un circuit électrique formant un compteur fermé. Donc la maille est une partie d'un circuit électrique, donc c'est une partie d'un circuit électrique. Donc sa caractéristique est qu'il est fermé. C'est-à-dire si on commence par un point, pour trouver la maille, on doit retourner à la même point. Donc par exemple, si je commence ici, alors je vais suivre juste le fil conducteur ou bien le fil de jonction ou bien le courant qui traverse. Alors on va commencer ici, donc on peut commencer à constituer cette trajectoire. Donc là on a ça. Si on commence là, on va retourner au même point et donc là on a une maille. Donc maille M1. Donc on peut, si on commence ici, je vais faire un chemin comme ça et je vais retourner à ça. Donc c'est une maille 2. Et donc si je fais, je commence ici ou bien là, c'est la même chose. Donc je fais une tourne comme ça. Donc je vais retourner à au même point, à la même position. Et donc là, 3 mailles. Donc là, on a 3 mailles. D'accord? Donc là, une maille est une partie d'un circuit électrique formant un compteur fermé, c'est-à-dire un chemin fermé. D'accord? Donc une branche est une suite de dipôles entre deux nœuds consécutifs. Donc là, une branche, c'est une suite de dipôles entre deux nœuds consécutifs. Donc on doit déterminer les nœuds. Donc on a le nœud 1, le nœud 2. Donc là on a deux nœuds. Parce que là on a, c'est au moins par définition, le nœud c'est l'intersection de au moins de 3 dipôles. Donc là c'est pas un nœud. La même chose pour ça, la même chose pour ce point là et la même chose pour ce point là. Par contre les deux nœuds sont B et E. Et donc là une branche c'est une suite de dipôles entre deux nœuds. C'est-à-dire c'est une suite, c'est-à-dire on a les dipôles sont traversés par le même courant. Donc là, alors là, c'est une branche. Des séries ici, c'est une branche. Là, c'est une branche. Et là, c'est une branche. D'accord? Et en même temps, on a ça. Alors, celui-là, c'est aussi une branche. D'accord? Alors là, je fais... Alors, on a 3 branches. C'est un autre exemple. Alors, on trace par exemple là, là, alors là, on a ça. Donc là, c'est les dipôles D1, D2, etc., D3, D4, D5, D6 et D7. Alors là, les mailles. Donc une maille est une partie d'un circuit électrique formant un compteur fermé ou bien un chemin fermé. Donc là, c'est une maille. La même chose pour ça, la même chose pour ça. Et la maille globale qui contient tous les éléments. Et la partie comme ça. Alors, pour les nœuds, on a un nœud, deuxième nœud, troisième nœud et le quatrième nœud. Pour les dipôles, là c'est un dipôle, celui-là et celui-là c'est un dipôle. Alors pour une branche, là on a une branche, deuxième branche, troisième branche, quatrième branche et le cinquième branche. D'accord? Voilà donc voilà, on passe vers la partie suivante. Donc le courant électrique, intensité et la loi des nœuds.
Alors, courant électrique, donc le courant électrique est un déplacement des porteurs de charge, donc électrons ou bien les ions dans un conducteur. Donc on a un conducteur, donc le fil conducteur il est comme ça, donc, de façon globale. Alors là c'est un compteur. Alors là il passe. Donc on a ici, ce sont des électrons par exemple. Alors c'est-à-dire les porteurs de charge, c'est-à-dire il y a des électrons qui passent, qui circulent. Et donc, ou bien des ions dans le cas d'une solution aqueuse. Et donc, le courant électrique, c'est un déplacement des porteurs de charge. Bon, ici, on a des électrons dans un conducteur. Le conducteur, c'est en vert. Le sens conventionnel des courants est celui de déplacement des porteurs de charge positifs. Donc, par convention, on a choisi que le sens du courant et le sens des porteurs de charge positifs, c'est-à-dire ce sont des cations ou bien ce sont des protons. Donc c'est le sens opposé du déplacement des porteurs de charge négatifs. Donc là on a les électrons et les ions. D'accord. Là on a les cations, donc les porteurs de charge positifs sont des cations et des protons. Mais bon, ce sont des protons. Alors là on a les électrons, si les électrons passent comme ça. Alors on va choisir par convention, le sens du courant électrique sera comme ça, c'est-à-dire il sera comme ça. Et donc là, si on simule le fil conducteur, donc comme ça, comme un trait, et donc là, si les porteurs de charge passent comme ça, c'est-à-dire les électrons, alors on va choisir le courant comme ça, d'accord, par convention. Donc de façon globale, donc le choix d'un courant, le sens du courant électrique, c'est un choix arbitraire, d'accord. Donc l'utilisateur ou bien la personne qui va résoudre le problème, donc dans une maille ou bien dans un circuit électrique comme ça, on va choisir arbitrairement. Donc là on a des dipôles électriques, on va choisir arbitrairement le sens du courant électrique, d'accord. Bien sûr, dans le cas on peut choisir arbitrairement, ça signifie que le courant, si le courant est positif, alors le choix qu'on a fait correspond à le choix réel qui existe dans le circuit. Sinon, donc, signifie que le courant, c'est l'inversé, d'accord. Donc, on va passer. Donc, orientation des branches, relation entre charge et intensité. Avant d'étudier un réseau électrique, chaque branche donc, doit être orientée arbitrairement. Voir la figure 1, c'est-à-dire la figure de... On a des dipôles, comme ça. Alors là... Alors là, on a des pôles D1, D2, D3, D4. Alors là, donc, avant d'étudier ce circuit électrique ou bien un réseau électrique, on doit orienter arbitrairement donc, la branche. Donc, on peut dire que le courant qui circule dans cette branche, il est de sens comme ça, c'est-à-dire il est comme ça. On peut dire que le courant qui circule ici, il est comme ça. C'est-à-dire E3, donc E2 par exemple. D'accord. Donc cela, donc c'est un choix arbitraire, d'accord. Donc l'intensité des courants qui traverse un conducteur, donc pour juste faire un commentaire au niveau de ça, donc là, donc le courant électrique, donc si le courant est positif, signifie que le sens choisi est il correspond à le sens négatif des porteurs de charge. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que c'est le sens et il correspond à le choix conventionnel, c'est-à-dire de la définition. C'est-à-dire le courant électrique, le sens du courant électrique, c'est-à-dire c'est le sens opposé des porteurs de charge négatifs. Donc si le courant est positif, alors dans ce cas-là, donc le courant il circule dans le circuit électrique, il circule de le sens opposé des circuits électriques. Ce sens-là. D'accord. C'est le sens qui est choisi comme ça. On a trouvé que le courant électrique, alors il est négatif, signifie que dans ce cas-là, que le sens conventionnel, il est comme ça.
D'accord, c'est opposé. Alors, l'intensité du courant électrique qui traverse un conducteur est un débit de charge. Débit de charge, c'est-à-dire c'est un débit. Donc, signifie que le courant électrique, ou bien l'intensité du courant électrique, donc, il correspond à, c'est la quantité de la charge électrique qui traverse une section S pendant une durée T, delta T. Donc là, si on fait une schématisation, alors on a le circuit électrique, on a le fil électrique. Là, on a la section S. Là, c'est S, c'est la section S. Alors, on a les porteurs de charge. Alors là, c'est les électrons. Les porteurs de charge, donc les porteurs de charge, alors, ils contiennent, c'est-à-dire une charge, une quantité de la charge, donc Q. Alors, Q, c'est la quantité de la charge, d'accord, c'est la quantité de la charge traversant la section S pendant une durée delta T. D'accord. Donc là, c'est un débit, donc c'est un débit donc U, ou bien l'intensité de la charge électrique. C'est le débit c'est le débit des porteurs de charge. D'accord. Alors donc, c'est une grandeur algébrique et le mesurer à l'aide d'un ampèremètre. Donc pour mesurer l'intensité du courant électrique, alors on utilise un ampèremètre qui est branché donc en série. D'accord. Donc il sera branché en série dans un circuit électrique, donc ampèremètre. Là, soit la charge qui traverse dans le sens positif choisi arbitrairement une section du conducteur pendant une durée élémentaire ddt. Donc là, on suppose que du Dukey est la quantité de la charge qui traverse la section S pendant une durée dt. Alors dans ce cas-là, l'intensité du courant électrique sera I. Donc I ou bien plus I. Donc là, si dans le cas on est dans le cas d'un régime transitoire, alors là, il sera du sur du dt. Bien sûr, on a dans un régime stationnaire, donc et c'est indépendant des temps, d'accord. Là, c'est du dt, signifie que cette quantité sera constante. C'est-à-dire que l'intensité ou bien la quantité de la charge qui passe dans une seconde, par exemple, elle est constante. D'accord. On a la même quantité de charge qui passe dans la même durée. D'accord. Alors, après le calcul, donc le signe de la valeur de l'intensité I qui donne le sens réel du courant. Alors si le sens I est positif, signifie que les porteurs de charge positifs se déplacent dans le sens choisi arbitrairement. D'accord. Donc là, alors on a ici un dipôle, donc là A et B. Alors là c'est I, c'est l'intensité I. Donc si il est positif, alors là c'est I, grand I. En régime stationnaire, on va noter grand I, donc en lettres majuscules, donc pour signifier qu'on est dans le régime stationnaire. Et donc si il est positif, donc signifie que les porteurs de charge, positifs, donc ils circulent ils ont le même sens que le sens choisi arbitrairement. Alors ce sens-là, il est choisi arbitrairement, d'accord. Et après un calcul, on a trouvé que I il est positif, et donc les porteurs de charge positifs, ce sont des cations et des protons. Donc les porteurs de charge positifs ont le même sens que le sens choisi arbitrairement, le sens positif choisi arbitrairement. Donc là, donc signifie que les porteurs de charge négatifs sont comme ça. Alors dans le cas où on a, alors c'est un dipôle, alors D, là c'est P, alors c'est 1, alors on a I. Alors, dans le cas où on a I, il est négatif, alors I négatif, signifie que les porteurs de charge positifs se déplacent dans le sens inverse
des sens choisis. Donc les porteurs de charge, alors les porteurs de charge positifs, dans ce cas-là, donc puisqu'on a I négatif, donc les porteurs de charge positifs se déplacent au sens opposé au sens choisi arbitrairement, alors les cations ou bien les protons plus et se déplacent comme ça, et dans ce cas-là on a I, donc les porteurs de charge négatifs se déplacent comme ça, donc les électrons se déplacent comme ça, d'accord. C'est pourquoi on a les I et les négatifs, d'accord. Voilà, donc après, donc la loi de Neu, ou bien en régime stationnaire, il n'y a ni accumulation ni disparition de charge. Il y a une conservation de la charge. La loi des nœuds traduit la loi de conservation de la charge. Bien sûr, donc on a dans le cas d'un régime stationnaire, donc il est constante, donc la quantité de la charge alors qui fournit, donc égale à qui reçoit, il est alors la quantité de la charge qui sera conformée, on va le recevoir, d'accord. Donc là, donc dans un nœud, donc là dans un nœud, alors là on a un nœud, on a les dipôles, ici, donc là un dipôle, là un dipôle, donc de toute façon, alors là un autre dipôle, alors D1, D2, D3 et D4. Alors là, alors il circule un 1, on peut dire I2, c'est de façon arbitraire, d'accord, I3 et I4, de façon arbitraire. Là on a un nœud. Alors la loi de nœud, donc on a la conservation des charges. Donc la conservation des charges signifie que la somme des charges, c'est la somme des charges égale à 0. Et donc la somme algébrique, ça signifie que la somme algébrique dI égale à 0. La somme algébrique de I égale à 0. Là, on doit choisir un sens, c'est-à-dire si on doit choisir ce sens comme ça, d'accord. Donc dans le cas où on a, donc là, on peut dire de façon plus simple, donc la somme de l'intensité du courant entrant le nœud égale à la somme des intensités du courant qui sort du nœud, d'accord. Donc là, on dit tout simplement que la somme des I entrants égale à la somme des I sortants. D'accord, donc la loi de nœud, il est comme ça. Donc il est de façon plus simple pour rappeler ça. Donc simple. La somme des I sortants égale à la somme des I entrants. Entrant le nœud, bien sûr. Donc là, pour application, donc on a celui-là entre, là celui-là sort, et I3 sort. Donc on a I1 plus I2, dans ce cas-là, égale à I4 plus I3. Bien sûr, là, il vient de la somme des charges, somme algébrique égale à 0. Donc là, on peut trouver sur delta t, donc sur delta t soit égal à 0. Donc dans ce cas-là, la sommation du I égale à 0. Donc c'est la somme algébrique de l'intensité du courant. Dans un nœud, donc on va orienter de façon comme ça. Donc les nœuds qui sont comme ça, alors les négatifs, d'accord. Là, il est négatif, et là, ils seront positifs. Voilà, donc là, qui ont le même sens, et l'autre seront négatifs. Alors, donc on passe. Donc, tension aux bornes d'un dipôle, la loi de May. Donc, tension aux bornes d'un dipôle. La tension entre deux points d'un dipôle et la grandeur électrique mesurée entre ces deux points par un voltmètre. Donc, il est représenté par une flèche. Donc, on a un dipôle ou bien deux points. Donc, de façon dans un circuit. Donc, on a point A, point B. D'accord. Donc, la tension ou bien tension entre deux points, c'est la grandeur, c'est la différence de potentiel et donc c'est la grandeur électrique mesurée
entre ces deux points par un voltmètre. Donc le voltmètre sera relié comme ça, donc en parallèle, et donc il sera relié comme ça. Bien sûr là il sera égal à 0. Donc dans un dipôle D, donc alors on a A, on a B. Là on va relier un voltmètre et qui sera relié en parallèle. Donc là on va mesurer la différence de potentiel entre, entre A et B. Donc si on fait I comme ça, alors là, il est comme ça, dans le sens, dans un convention récepteur. Alors c'est AP. Donc U sera VA moins VP. Donc là, donc le voltmètre, donc il mesure la différence de potentiel entre deux points. Donc il est représenté par une flèche. Donc là c'est la tension UAB. Alors, il est exprimé, c'est une grandeur algébrique, c'est-à-dire peut-être sera égal à il y a une possibilité pour être positif ou bien négatif, d'accord. Il est exprimé en volts, d'accord. Donc, il est exprimé en volts. Alors là, bien sûr, là, on a, ça dépend de la convention. Est-ce que la convention pour orienter ça, donc pour orienter la flèche de la tension, donc se base que ce soit sur la convention récepteur ou bien la convention générateur. Alors là, donc on passe. Donc là, c'est la tension I, la tension U. Alors donc là, on passe. La loi de Mille, donc on choisit arbitrairement un sens de parcours, sens horaire ou bien anti-horaire. Donc c'est un sens qui est arbitraire pour orienter la Mille, d'accord. Et donc on a la somme des tensions aux bornes des dipôles des Mille est nulle. Donc là, c'est la somme des dipôles des Mille, donc la sommation des tensions dans des Mille et c'est nul. Donc on peut dire que la loi de Mille, alors d'abord on doit orienter, donc pour écrire la loi de Mille, donc on doit orienter le circuit. Après, de façon globale, on peut écrire, alors on peut écrire c'est la sommation YK UK. Alors YK, donc YK, alors il prend soit la valeur 1, soit la valeur moins 1. Donc 1, c'est donc là, dans le cas 1, c'est la flèche de la tension UK, par exemple ici, et 5, et dans le sens du parcours. Donc c'est-à-dire si je vais choisir le sens du parcours comme ça, alors là, on a UK, c'est inverse, c'est l'inverse, et donc il sera négatif. Les autres qui seront dans le même sens, par exemple I4, il sera positif, d'accord. On peut choisir le sens inverse, d'accord, c'est la même chose. Donc c'est la même chose. Problème au niveau de ça, d'accord. Donc là, on a plus, donc c'est la flèche des tensions IK, et dans le sens du parcours, et YK sera égal à moins 1. Dans le cas, on a la flèche IK est dans le sens opposé à celui du parcours. D'accord. Donc, comme exemple, donc là, de façon pratique, donc là, la première chose à faire, c'est de orienter le circuit. Donc, on choisit un sens. Dans ce cas-là, dans le cas récepteur et générateur, pas de problème, mais donc on doit orienter le circuit. Donc on a par exemple comme ça, d'accord, ou bien sens inverse, pas de problème. Donc là on a I, donc on va tracer les tensions, d'accord, les flèches des tensions, et après on va choisir un sens de parcours. Donc on choisit le sens comme ça. Donc là on a UK, donc on a U2, donc U2 plus U3, U2 plus U3. Donc là, plus U3 moins U4 plus U5 plus I1 égal à 0. D'accord. C'est-à-dire là, on a le sens de parcours. Donc U2, U3, I5, I1 ont le même sens de parcours. Par contre, I4, le dipôle I4 a
un sens opposé à celui du parcours, d'accord? Donc il sera négatif, donc là c'est 4. Donc après convention d'orientation pour un dipôle actif et passif, donc convention récepteur et convention générateur. Donc le circuit étant orienté, le sens du courant défini, donc on a dans un circuit, donc là, donc de façon là, on a un circuit, là ce sont des dipôles, d'accord? Donc on a choisi le sens du courant. Donc le circuit étant maintenant orienté, donc on peut choisir arbitrairement pour la tension. Donc maintenant on peut choisir le sens de la tension arbitraire, soit comme ça, ou bien soit comme ça. Donc là on a deux choix, et ces deux choix donc, qui définissent soit la convention récepteur ou bien la convention générateur. Donc on a, dans le sens où on a I, la tension et le courant vont au même sens, donc c'est une convention générateur. Donc dans le cas où on a I, l'intensité du courant et la tension ont des sens opposés, dans ce cas on est dans le cadre des conventions récepteurs. Donc le circuit étant orienté, donc on peut choisir arbitraire pour la tension, le même sens que celui de I, donc les flèches dans le même sens, les deux flèches, c'est un convention générateur, signifie tout simplement que le sens de I et du U ont le même sens, donc ils ont le même sens, donc c'est un convention générateur. Dans le cas où on a l'intensité et la tension ont des sens opposés, là comme ça et l'autre comme ça, alors donc dans ce cas, on est dans le cadre de la convention récepteur. D'accord? Donc il y a deux sens, donc il y a deux conventions concernant pour choisir la tension. Donc soit convention générateur, soit convention récepteur. Donc un dipôle actif et un dipôle passif. Donc là, on parle de la caractéristique d'un dipôle. Donc la caractéristique d'un dipôle, est la courbe I en fonction du I. Donc c'est la tension en fonction du courant, ou bien c'est l'inverse, c'est la même chose. Donnons la tension U à ces bornes en fonction de l'intensité I qui le traverse, d'accord? Ou bien la courbe I en fonction du I, c'est-à-dire la tension, c'est-à-dire le courant en fonction de la tension. Donc un dipôle passif est un dipôle dont la caractéristique passe par l'origine. Donc un dipôle passif est un dipôle dont la caractéristique, la courbe U en fonction de I, ou bien l'inverse, c'est-à-dire I en fonction de FU, alors égal FI, donc il passe par l'origine, alors la courbe passe par l'origine, d'accord? Donc là, on a un dipôle qui est passif, d'accord? Alors, un dipôle qui est actif, donc le dipôle passif, il reçoit généralement, donc le dipôle passif, il reçoit l'énergie, donc il reçoit le courant, d'accord? Il reçoit le courant, qui est la tension. Et donc un dipôle actif est un dipôle dont la caractéristique ne passe pas par l'origine. Donc la caractéristique, c'est-à-dire la courbe I en fonction du I ne passe pas par l'origine. Dans ce cas, on a la courbe de la forme comme ça, peut-être comme ça, peut-être comme ça, peut-être de cette forme comme ça, etc. C'est-à-dire généralement, on ne passe pas par l'origine. Donc dans ce cas-là, on a un dipôle actif. Un dipôle actif fournit de l'énergie, d'accord? Dipôle fournit de l'énergie, c'est-à-dire c'est un générateur et là c'est un récepteur, d'accord? Donc de façon globale, un dipôle actif est un générateur, un dipôle passif est un récepteur. En conducteur ohmique, la loi d'Ohm, donc conducteur ohmique, donc on a I égale à RI, et donc là il passe par l'origine, donc là c'est I en fonction de I, alors il passe par l'origine. Et donc le conducteur ohmique est un dipôle qui est passif. Un dipôle passif, donc il reçoit de l'énergie. Donc un conducteur ohmique est un dipôle passif dans lequel le passage d'un courant provoque un effet thermique appelé l'effet de Joule. Donc là, on lui donne souvent le nom de résisteur. Donc le résisteur, donc c'est un conducteur ohmique. Alors, dans le passage, donc il est caractérisé
par la propriété d'un passage, que le passage de courant, donc un dipôle, donc le passage du courant dans le conducteur, donc provoque un effet thermique, donc un effet Joule, donc un effet thermique appelé un effet Joule, donc c'est-à-dire la chaleur, et donc on donne le nom de la résisteur. D'accord. Là, un résisteur, un conducteur ohmique, c'est-à-dire il transforme de façon globale. Donc là, le passage il provoque, c'est-à-dire l'énergie qu'il reçoit, le dipôle, donc il sera dissipé totalement à travers par l'effet Joule, d'accord, c'est-à-dire sous la forme thermique. La loi d'Ohm, donc la loi d'Ohm, un conducteur ohmique est caractérisé par sa résistance et satisfait la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique en convention récepteur. Donc la convention récepteur signifie que le courant, alors on a convention récepteur, c'est-à-dire lorsqu'on va choisir arbitrairement le sens du courant électrique, donc comme ça. Donc la tension aux bornes de conducteur il sera l'inverse de sens de I. D'accord, là c'est I. Alors la loi d'Ohm, donc pour un conducteur ohmique en convention récepteur, alors sous la forme comme ça, c'est-à-dire R. Donc il est noté comme ça, ou bien qu'il est schématisé ici. Donc là. Alors la loi d'Ohm, c'est celui-là, d'accord, c'est I égale à RI, donc U c'est la tension, aux bornes du conducteur ohmique en volts. La résistance R c'est la résistance d'un conducteur ohmique en ohm, c'est oméga, et I c'est l'intensité du courant qui traverse le conducteur, d'accord. Alors U c'est la tension aux bornes, donc là c'est la tension, on peut la mesurer à travers d'un voltmètre qui sera associés en parallèle. Donc U c'est la densité du courant, donc il sera mesuré à travers un ampèremètre en série. Là c'est un ampèremètre. Et là R c'est un résistance. Donc c'est un résistance, c'est une caractéristique de la résisteur. Alors voilà. Donc là suivant. La caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite, donc c'est une droite qui passe par l'origine, d'accord. Donc parce qu'on a tout simplement CR, alors U égale à RI, et donc là il passe par l'origine, et donc c'est un dipôle qui est passif, donc parce que là c'est la caractéristique, donc c'est la caractéristique, c'est la courbe U en fonction de I ou bien l'inverse, donc puisqu'il passe par l'origine, alors le dipôle ou bien le conducteur ohmique est un dipôle passif. La conductance G est l'inverse de la résistance. Donc G, c'est l'inverse de 1 égale à 1 sur R. Là, on appelle ça, c'est la résistance. Et là, c'est la conductance. C'est la conductance, d'accord. Là, c'est la conductance. Alors, la résistance, il est exprimée en ohm. Alors, et la conductance, il est en Siemens. Donc, c'est le symbole S. C'est le grand S, pas le petit. Le petit, il est désigné par le second. Le grand, c'est le Siemens. Donc, le Siemens, c'est le grand S, comme ça. Source d'énergie électrique. Alors, on passe vers source d'énergie électrique, modélisation d'un dipôle actif. Donc, le dipôle actif, donc, signifie c'est un générateur. Et donc, dans ce cas-là, on a une convention générateur. On va adopter une convention générateur. Et donc, la convention générateur, donc on a, lorsqu'on va choisir le sens du courant électrique, alors la tension et l'intensité du courant ont le même sens, d'accord. Alors là c'est une convention qui est réciproque. Donc source idéale d'énergie, donc on a une source ou bien générateur idéal de tension et on a source ou bien générateur idéal de courant. Alors la source ou bien le générateur idéal de tension. Alors, c'est un dipôle qui est actif, c'est-à-dire il fournit de l'énergie, d'accord. Donc, qui impose une tension constante, donc cette tension E, il est appelé force électromotrice, notée FEM, d'accord, on note FEM, signifie c'est la force électromotrice entre ces bornes. Donc là, on a un générateur de tension,
là on a E. Alors c'est un idéal, donc il fournit une tension constante E. Cette tension, elle est constante, indépendante de l'intensité. Quelle que soit l'intensité, E il est constant. C'est-à-dire que E il est constante, indépendante de la tension et indépendante de l'intensité générée par ce générateur. D'accord. Donc, source au générateur idéal de courant. Donc, c'est un dipôle actif qui impose, donc il fournit de l'énergie aussi. Donc, il impose un courant constant d'intensité I0. Alors, alors ce I0 est appelé le courant électromoteur. Notez CEM. Alors, c'est CEM. Comme ça. Alors, il est noté CEM. Voilà, c'est CEM. Alors là, CEM. Donc, dans la branche dans laquelle il est placé. C'est-à-dire là, alors là, c'est un courant, c'est une schématisation d'un. Alors là, on a I0. Alors, c'est une schématisation alors d'un générateur idéal de courant. Donc là, il fournit un courant électrique I0 qui est constant indépendant de la densité. Donc là, donc ce I, alors il sera fourni, il sera placé dans la branche qui est reliée à ce générateur. D'accord. Donc là, alors après, donc là, c'est peut-être, donc là, il sera divisé par, on applique la loi de Neu, etc. Alors, donc, on a les schématisations. Donc, générateur idéal de tension en convention générateur. Bien sûr, on a un convention générateur. Donc là, c'est la schématisation, ou bien c'est le symbole d'un générateur idéal de tension. Que le noter comme ça. Alors là, on a E, là, c'est I. D'accord. Alors, on a E, il est constante, c'est-à-dire la caractéristique, la courbe caractéristique. Donc, U en fonction de F de I, alors c'est une constante, d'accord, signifie que E est constante, quel que soit I, d'accord. Un générateur idéal de courant en convention générateur, donc le générateur idéal de courant il est noté sous la forme comme ça. Alors là, signifier le courant, le générateur idéal de courant, donc on a I0 et on a U. Ah, bien sûr, on a l'intensité du courant, elle est constante, quelle que soit la tension aux bornes du générateur. D'accord. La modélisation linéaire de Thévenin et de Norton d'un dipôle actif. Donc, dans de nombreuses applications, l'expérience montre qu'on peut modéliser un générateur réel par association. Donc, un générateur réel, donc, on peut modéliser par l'association d'un générateur idéal de tension ou bien par un générateur idéal de courant. Donc, dans le cas où on veut modéliser le générateur réel par un générateur idéal de tension, donc on va associer à un générateur idéal de tension un conducteur ohmique en série. D'accord. Donc, c'est-à-dire donc un générateur réel. Donc là, comme ça, un générateur réel, plus moins, alors on a E, R, donc là, on a E et R. Là, donc c'est un générateur réel, là, il sera schématisé, bien sûr modélisé à travers d'un générateur idéal de tension en série avec une résistance. Alors là, E, la tension, E, c'est la force électromotrice, d'accord, c'est E, et R, alors c'est la résistance interne. Alors son modèle linéaire, alors appelé modèle linéaire de Thévenin. D'accord. Donc un générateur réel, on peut modéliser par un générateur idéal de tension inséré avec un conducteur ohmique. Donc la tension de E, la tension des générateurs appelée la force électromotrice.
d'accord, et R, c'est la résistance interne. Alors, cette modélisation est une modélisation linéaire de type nain. Ou bien, on peut le modéliser par un générateur idéal de courant, alors en parallèle avec un conducteur ohmique. Bien sûr, on a alors là le courant qui sera fourni s'appelle le courant électromoteur, et puisque la résistance bien sûr sera la résistance interne, mais puisqu'il est en parallèle, donc on va voir ça ici. Donc alors puisqu'il est en parallèle, donc on va faire G égale à 1 sur R'. Dans ce cas, on a une conductance, G conductance. Donc conductance en Siemens bien sûr, donc 1 sur G. Donc là on a un générateur réel, on a I, on a U, la tension, représentation type nain. Donc on va représenter ça par un générateur idéal de tension inséré avec une résistance. Alors on trouve U aux bornes du générateur, U égale à E moins RI. Donc E c'est la force électromotrice, d'accord, et la tension entre les bornes du générateur réel, U égale à E moins RI. Donc là, on peut dire que R, donc la résistance interne, alors provoque une chute de tension. D'accord. Pour le cas R égale à 0, donc on a U égale à E, donc un générateur parfait. Alors, dans le cas présentation Norton, donc on va représenter le générateur réel par un générateur idéal de courant en parallèle avec une résistance interne, et donc le courant U donc sera égal à I0 moins JU, d'accord, et c'est la même chose ici et ici. Alors U égale à R prime fois alors donc I1, donc on dit I1, donc le courant qui traverse R'. Alors, on va appliquer la loi de nœud ici, d'accord. On va trouver que, dans ce cas-là, on va trouver que I égale à I0 moins I1. Alors, dans ce cas-là, on va tout simplement, parce que là, le courant, il est comme ça, donc le sens récepteur, donc là, on va tout simplement trouver cette formule-là. Donc, on a I, attention, l'intensité du courant, d'accord, du générateur, donc égal à I0. I0 c'est l'intensité fournie par le générateur idéal de courant moins GU. Alors I c'est la tension réelle aux bornes de générateur réel, et G c'est 1 sur R', c'est la conductance, d'accord. Donc voltmètre, ampèremètre, on va terminer par ça. Donc pour mesurer la tension, donc on va utiliser, pour mesurer la tension entre les bandes d'épaule, on va utiliser un voltmètre. Alors le voltmètre, donc il est branché en parallèle, donc en parallèle avec le dipôle quand on veut mesurer sa tension, d'accord. Donc un voltmètre idéal n'est traversé par aucun courant, sa résistance est infinie, donc voilà. De façon physique, donc le voltmètre contient une résistance qui est grande, qui est suffisamment grande pour que le courant soit faible, et donc dans ce cas-là, donc il sera en parallèle, donc le courant passe totalement ici. Donc mesurer d'intensité, pour mesurer l'intensité du courant électrique, donc on va utiliser un ampèremètre. Donc l'ampèremètre sera branché, inséré avec le dipôle. Donc le courant qui traverse le dipôle, il sera le même, il va traverser l'ampèremètre, d'accord. La tension aux bornes d'un ampèremètre idéal est nulle, sa résistance est nulle, d'accord. Donc voilà, donc